Une femme asservie tua méthodiquement 6 contremaîtres en utilisant uniquement des outils agricoles et ne fut jamais arrêtée. Voici l'histoire d'Élisabeth Dubois. Mais comment réussit-elle à tuer 6 hommes armés sans éveiller de soupçons? Comment transforma-t-elle les enquêteurs en complices involontaires? Et pourquoi a-t-il fallu 226 ans pour découvrir la vérité? Pour comprendre comment cela fut possible, il faut revenir exactement au moment où tout commença. Le 12 août 1798, une femme asservie nommée Élisabeth Dubois brossait calmement son cheval étoile dans les écuries du domaine de la Rivière, totalement inconsciente que, 5 jours plus tard, elle écartellerait méthodiquement 6 contremaîtres de plantation à l'aide d'outils agricoles, dans ce qui allait devenir l'acte de vengeance le plus méthodique de l'histoire coloniale française. Ce qui rend cette affaire si troublante, ce n'est pas seulement qu'Élisabeth ait réussi à traquer et démembrer 6 hommes armés en utilisant uniquement des instruments agricoles et ses connaissances en anatomie humaine, mais qu'elle ait exécuté ces mises à mort avec une telle précision psychologique que l'enquête conclut à des décès accidentels, lui permettant de vivre le reste de sa vie comme une membre respectée de la communauté noire libre de La Rochelle, tandis que les familles de ces victimes ne découvrirent jamais la vérité sur la fin brutale de leurs proches. En 1798, en Charente-Maritime, 6 contremaîtres de plantation découvrirent que le pouvoir absolu sur des êtres humains créait des ennemis dotés de capacités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Leur erreur fatale fut de croire que quelqu'un qui l'avait systématiquement déshumanisé ne pouvait pas posséder l'intelligence stratégique nécessaire pour retourner contre eux leurs propres outils d'oppression avec une précision chirurgicale. Le choc psychologique de leur mort allait se propager dans le système des plantations pendant des décennies, bien que la véritable cause demeure cachée, jusqu'à ce que des historiens et archéologues modernes découvrent enfin des preuves de ce qu'un analyste comportemental du FBI décrira plus tard comme l'une des opérations de meurtres en série les plus sophistiquées de l'histoire criminelle française. Cette chaîne explore les affaires qui nous obligent à affronter les vérités les plus dérangeantes sur le pouvoir, la justice et ce qui se produit lorsque les systèmes juridiques échouent à protéger ceux qu'ils sont censés défendre. Nous examinons des crimes qui remettent en cause toutes les suppositions sur les victimes et les bourreaux, sur l'intelligence et le désespoir, sur le véritable coup de société bâti sur l'oppression systématique. Ce contenu n'est pas destiné à tout le monde. Nous enquêtons sur des affaires réelles qui soulèvent des questions profondes sur la nature humaine, la complexité morale et le prix du déni de l'humanité fondamentale à des groupes entiers. Si vous êtes prêt à explorer les secrets enfouis qui bousculent les récits confortables de l'histoire française, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire en me disant de quelle région vous regardez. Je suis particulièrement curieux des spectateurs de la Charente ou de l'Aquitaine qui auraient peut-être entendu des histoires familiales sur les mystérieuses disparitions qui ont frappé certaines plantations à la fin des années 1700. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener dans les rizières de la Charente-Maritime coloniale, où une femme était sur le point de prouver que l'arme la plus dangereuse n'est pas toujours un fusil ou un couteau. Parfois, c'est un esprit poussé trop loin et qui trouve enfin l'occasion parfaite d'équilibrer les comptes. L'été 1798 pesait sur la rivière de La Rochelle comme une couverture étouffante, avec des températures capables d'abattre un journalier sur place et une humidité si dense qu'elle semblait presser la poitrine à chaque respiration. Le domaine de la rivière s'étendait sur 1200 hectares de terres idéales pour la culture du riz, son manoir de style géorgien se dressant au milieu de jardins parfaitement entretenus qui dissimulaient la réalité brutale de ceux qui entretenaient une telle élégance. Selon les registres de plantations conservés par la Société historique de la Charente-Maritime, la propriété abritait 280 âmes asservies qui travaillaient 16 heures par jour dans les rizières inondées, leur vie ne se mesurant qu'à leur productivité et à leur capacité de survivre aux maladies qui en emportaient des dizaines chaque année. La maison aux colonnes blanches se dressait comme un monument à la richesse bâtie sur la souffrance humaine, ses fenêtres donnant sur des champs infinis où des hommes et des femmes vivaient et mouraient selon les caprices de ceux qui les considéraient comme rien de plus que du bétail coûteux. Élisabeth Dubois avait été distinguée dès l'enfance comme ce que la société de plantation appelait une propriété exceptionnelle. Une femme asservie dont l'intelligence et l'adaptabilité la rendaient précieuse pour des tâches autres que le travail éreintant qui tuait la plupart de ses compagnons d'infortune en moins de 10 ans. À 26 ans, elle possédait la rare combinaison de la lecture et d'une intelligence émotionnelle qui l'avait rendue indispensable à la famille blanche du domaine,
servant à la fois de domestique personnel et de préceptrice officieuse des enfants du maître, qui lui avaient appris à lire sans le savoir pendant leurs propres leçons. La correspondance privée découverte dans les archives familiales, aujourd'hui conservées à l'université de La Rochelle, révèle que le colonel Jacques Ashford considérait Élisabeth comme son bien le plus précieux, valant presque 3 fois le prix d'un ouvrier des champs en raison de ses compétences spécialisées et de son apparente loyauté. Ce que le colonel Ashford n'avait jamais compris, c'est que la docilité d'Élisabeth n'était qu'une mise en scène soigneusement construite, dissimulant un esprit assez affûté pour cataloguer chaque faiblesse, chaque routine, chaque moment de vulnérabilité des personnes qui prétendèrent la posséder. L'arrivée d'Étoile au printemps 1797 avait introduit quelque chose d'inédit dans le monde d'Élisabeth, une source de joie véritable dans un lieu conçu pour écraser tout espoir et tout bonheur dans les cœurs humains. Le poulain de pur sang avait été issu de l'étalon primé du colonel Ashford et d'une jument importée de Normandie à grands frais, représentant à la fois la richesse du domaine et l'obsession du propriétaire pour les symboles de statut destinés à impressionner son cercle mondain rochelais. Selon les registres vétérinaires tenus par le docteur Mark Webb, conservés dans les archives de la Société médicale de La Rochelle, Étoile montra dès la naissance des aptitudes exceptionnelles, affichant une intelligence et un tempérament qui le rendaient précieux non seulement comme bétail mais comme potentiel champion dans la culture des courses de chevaux qui dominait l'aristocratie du Sud-Ouest. La mission confiée à Élisabeth de s'occuper du jeune cheval avait été pensée comme une récompense pour ses services fidèles, mais elle avait créé quelque chose de bien plus dangereux que ce que le colonel Ashford aurait pu imaginer. Un attachement émotionnel qui allait bientôt transformer une domestique docile en une force autrement plus meurtrière. Le lien qui se développa entre Élisabeth et Étoile défiait toutes les suppositions que le système de plantation entretenait sur la capacité émotionnelle des personnes asservies, créant une relation qui allait s'avérer plus puissante que les chaînes, les fouets ou tout autre instrument de contrôle dont disposaient les contremaîtres. Élisabeth passait des heures chaque jour à brosser le cheval, à lui enseigner des ordres et à développer une forme de communication qui ne pouvait exister qu'entre 2 êtres intelligents capables de comprendre la nature l'un de l'autre. Ce que les habitants blancs du domaine interprétaient comme de simples soins animaliers était en réalité la formation d'une connexion si profonde qu'elle allait bientôt remettre en cause toutes les structures de pouvoir et de contrôle qui définissaient leur monde. Bien qu'aucun d'eux ne fût assez lucide pour reconnaître le danger qui grandissait dans l'ombre de leurs propres écuries. L'automne 1798 apporta au domaine de la rivière une tension souterraine qui semblait s'infiltrer du sol lui-même, comme la brume matinale qui s'élève des rizières. Les 6 contremaîtres chargés de gérer la propriété humaine du colonel Jacques Ashford avaient commencé à voir la relation d'Élisabeth avec Étoile comme quelque chose de plus que les simples soins animaliers qu'elle semblait être. Ils la considéraient comme une déviation dangereuse de la soumission absolue qui maintenait 280 personnes asservies sous contrôle par la peur et la brutalité. Thomas Parquier, le contremaître en chef dont la carrière de 20 ans reposait sur la cruauté systématique, avait commencé à faire des remarques lors des réunions hebdomadaires sur cette négresse de maison qui se croit trop à l'aise avec un bétail de valeur. Selon les registres de gestion de la plantation découverts dans les papiers de la famille Ashford, aujourd'hui conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime, Parquier avait exprimé son inquiétude que l'affection évidente d'Élisabeth pour le cheval n'établisse un précédent dangereux, susceptible d'encourager d'autres personnes asservies à nouer des attaches émotionnelles qui pourraient interférer avec leur soumission totale. Ce que Parquier et ses collègues contremaîtres ne comprenaient pas, c'est que leur conversation désinvolte au sujet d'Élisabeth et d'Étoile était entendue par quelqu'un dont la position dans la grande maison lui donnait accès à des informations qui pouvaient s'avérer mortelles entre de bonnes mains. L'occasion que les contremaîtres attendaient arriva au début du mois d'août, lorsque le colonel Ashford annonça son départ pour un voyage d'affaires de 2 semaines à Bordeaux, laissant le domaine sous l'autorité complète d'hommes qui rêvaient depuis longtemps de donner une leçon à Élisabeth, une leçon qui rappellerait à elle et à tous les autres leur place dans la hiérarchie de la plantation. Samuel Michel, un contremaître brutal originaire de Normandie, spécialisé dans ce qu'il appelait l'ajustement d'attitude, plaidait depuis des mois pour qu'Élisabeth soit remise à sa place, avant que ses privilèges apparents ne donnent à d'autres des idées sur leurs propres valeurs. La correspondance personnelle entre les contremaîtres, retrouvée des décennies plus tard lors de la rénovation des bâtiments du domaine,
révèlent qu'ils avaient élaboré un plan destiné non seulement à punir Elisabeth, mais aussi à démontrer leur pouvoir absolu sur tout et tous au sein du domaine, y compris les animaux auxquels certains asservis s'étaient attachés. Guillaume Clerc, dont l'expertise en torture psychologique lui avait valu des promotions sur 3 plantations différentes, comprit que détruire quelque chose qu'Elisabeth aimait serait bien plus efficace que n'importe quel châtiment physique pour briser son esprit et servir d'exemple à l'ensemble de la population asservie. Les signes de violence imminente s'accumulaient depuis des semaines comme des nuages d'orage à l'horizon, visibles pour quiconque savait lire les subtils changements dans les dynamiques de pouvoir qui régissaient la vie sur le domaine. Elisabeth avait remarqué la façon dont les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans les pièces où se réunissaient les contremaîtres, les regards insistants qu'ils lui lançaient quand elle travaillait avec Étoile, et la fréquence accrue de leurs visites aux écuries sous divers prétextes. Selon les témoignages recueillis plus tard lors des enquêtes d'après-guerre, aujourd'hui conservées dans les archives du Bureau des Affranchis, d'autres personnes asservies avaient commencé à avertir Elisabeth que quelque chose se préparait, bien qu'aucune ne sût exactement sous quelle forme se manifesterait la malveillance des contremaîtres. Les notes vétérinaires du docteur Mark Webb, conservées dans ses archives privées, montrent qu'il avait reçu des questions inhabituelles sur l'anatomie des chevaux et leur tolérance à la douleur de la part du personnel du domaine, des interrogations qui allaient se révéler sinistrement prophétiques dans les jours à venir. Le matin du 12 août se leva sous une chaleur oppressante qui semblait peser sur le domaine comme un poids physique, créant la toile de fond parfaite pour la violence qui allait éclater d'une manière qu'aucun des participants n'aurait pu anticiper. Elisabeth s'occupait de sa routine matinale auprès d'Étoile, sans se douter qu'elle vivait les dernières heures du seul bonheur qu'elle avait connu en 26 ans de servitude, bien qu'un instinct primal semblât lui murmurer qu'un changement approchait. Ce qu'elle ne pouvait savoir, c'est que 6 hommes avaient déjà décidé qu'elle et Étoile représentaient des menaces à l'autorité absolue qu'ils jugeaient nécessaires pour maintenir leur position de pouvoir, et qu'ils avaient passé des semaines à planifier une démonstration de cruauté si calculée et si systématique qu'elle allait transformer le paysage psychologique de tout le domaine d'une manière bien plus dangereuse pour eux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. L'attaque contre Étoile commença précisément à 2 heures de l'après-midi, le 17 août 1798, lorsque les 6 contremaîtres se rassemblèrent dans la cour des écuries du domaine avec des instruments soigneusement choisis pour leur impact psychologique maximal plutôt que pour leur efficacité rapide. Selon les témoignages recueillis lors des enquêtes de l'époque de la Reconstruction, aujourd'hui conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime, les contremaîtres avaient délibérément choisi une heure où la majorité de la population asservie travaillait dans les rizières éloignées. Mais ils s'étaient assurés qu'Elisabeth et quelques autres domestiques de maison soient présents pour assister à ce que Thomas Parquier appelait une leçon dans l'ordre naturel des choses. La température atteignait 37 degrés Celsius, créant une atmosphère oppressante qui amplifiait chaque son, le grincement des harnais de cuir, les pas nerveux des autres chevaux dans les stalles voisines et les hennissements de plus en plus frénétiques d'Étoile, qui percevaient les intentions malveillantes des hommes l'entourant. Les notes vétérinaires du docteur Mark Webb, découvertes des années plus tard dans ses archives professionnelles, attestent que ce qui suivit ne relevait pas seulement de la cruauté envers un animal, mais bien d'une séance de torture systématique, conçue pour infliger une souffrance maximale tout en prolongeant la mort le plus longtemps possible. La nature méthodique de la torture d'Étoile révélait le sadisme calculé que les contremaîtres avaient perfectionné au fil des années en brutalisant des êtres humains, désormais appliqués à un animal dont le seul crime était d'être aimé par celle qu'ils voulaient briser. Samuel Michel, dont la spécialité était la guerre psychologique, commença par utiliser des fers chauffés à blanc pour marquer des symboles sur les flancs d'Étoile, alors que le cheval était maintenu immobile par des cordes et des chaînes, chaque marque étant accompagnée de commentaires sur l'enseignement de la place qu'occupe une propriété. Guillaume Clerc apporta son expertise en anatomie, pratiquant des incisions précises destinées à provoquer une douleur atroce, sans causer immédiatement la mort, démontrant la même précision chirurgicale qu'il avait perfectionnée au cours des années passées à torturer des asservis ayant tenté de fuir ou manifester des signes de rébellion. Benoît Guillaume et Henri-Jean prirent tour à tour des fouets et des gourdins, brisant méthodiquement des os, tout en veillant à ce qu'Étoile reste conscient et lucide tout au long du supplice. Robert Davel, le plus jeune des contremaîtres, âgé de 28 ans, semblait prendre un plaisir particulier dans la dimension psychologique de la torture,
forçant Elisabeth à tout regarder en décrivant avec des détails macabres ce qu'il prévoyait de faire ensuite. La transformation d'Elisabeth pendant ces 2 heures d'atrocité systématique fut décrite plus tard par d'autres témoins asservis comme quelque chose défiant les lois naturelles, une métamorphose complète, de la domestique docile qu'il connaissait à une entité autrement plus dangereuse et focalisée. Selon les témoignages conservés dans les archives du Bureau des Affranchis, Elisabeth avait d'abord supplié et imploré pour la vie d'Étoile, offrant de prendre sa place ou d'accepter n'importe quelle punition que les contremaîtres jugeraient appropriée. Ces prières furent accueillies par des rires et une violence accrue, révélant que ce n'était pas une question de discipline, mais de plaisir sadique tiré de la souffrance. À mesure que les cris d'Étoile s'affaiblissaient et que ses convulsions devenaient plus désespérées, quelque chose changea profondément dans l'expression d'Elisabeth. Ses larmes cessèrent, son visage adopta ce que les témoins décrivirent comme un calme surnaturel, plus terrifiant que n'importe quelle manifestation d'émotion. L'impact psychologique d'assister à la mise à mort d'un être innocent par des hommes qui considéraient la cruauté comme un divertissement réveilla en elle quelque chose que le système de plantation n'avait jamais rencontré auparavant. Une intelligence calculatrice qui venait de trouver sa raison d'être et commençait déjà à planifier sa riposte. Lorsqu'Étoile rendit finalement l'âme vers 4 heures de l'après-midi, son corps brisé et mutilé au point d'être méconnaissable, les contremaîtres, satisfaits de leur journée, commencèrent à discuter de la façon d'éliminer la carcasse, comme s'ils n'avaient rien accompli de plus important que d'abattre du bétail pour le repas. Ce qu'ils ne remarquèrent pas, c'est qu'Elisabeth avait cessé de pleurer, cessé de supplier, et qu'elle avait commencé à parler d'une voix si calme et maîtrisée qu'elle portait à peine dans la cour des écuries. Chacun de vous paiera de la même façon que lui. Je le jure sur son sang et sur le mien. La réponse de Thomas Parquier, une gifle désinvolte qui envoya Elisabeth s'écrouler dans la poussière, allait s'avérer le dernier acte de violence que les 6 contremaîtres commettraient jamais, bien qu'aucun d'entre eux n'eût l'intelligence, ni l'imagination, de comprendre qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort, au sens le plus littéral du terme. La femme qui se releva de ce sol imbibé de sang n'était plus la même que celle qui était tombée, et la précision méthodique avec laquelle elle allait tenir sa promesse démontrerait bientôt que la plus grande vulnérabilité du système de plantation était son incapacité totale à reconnaître l'intelligence humaine et la capacité de stratégie qu'il avait passé des siècles à vouloir anéantir. Les jours qui suivirent le meurtre brutal d'Étoile marquèrent le début de ce qui serait plus tard reconnu comme l'un des processus de transformation psychologique les plus sophistiqués jamais documentés dans la France d'Ancien Régime. Alors qu'Élisabeth Dubois évoluait de victime traumatisée en quelque chose de bien plus dangereux que ses bourreaux n'auraient pu imaginer. Selon les registres de la maison de maître conservés par la Société historique de La Rochelle, Elisabeth reprit ses fonctions avec une ponctualité et une efficacité qui impressionnèrent même Madame Ashford, pourtant réputée exigeante, et qui nota dans son journal personnel que « la négresse semble avoir retenu sa leçon et retrouvé un comportement convenable ». Ce que Madame Ashford interprétait comme une soumission retrouvée était en réalité l'émergence d'une intelligence calculatrice qui avait enfin trouvé son objectif, car Elisabeth commençait à utiliser sa position privilégiée de domestique pour mener des opérations de reconnaissance qui auraient impressionné des stratèges militaires. La correspondance privée découverte des décennies plus tard révèle qu'Elisabeth avait développé une capacité quasi surnaturelle à anticiper les besoins et les déplacements des habitants blancs du domaine, apparaissant toujours là où on avait besoin d'elle avec une efficacité qui la rendait plus indispensable que jamais, tout en lui donnant un accès sans précédent aux informations sur les routines, les habitudes et les vulnérabilités. La précision méthodique avec laquelle Elisabeth commença à cartographier les schémas quotidiens des 6 contremaîtres démontrait un esprit analytique aiguisé par le chagrin en une arme aussi dangereuse que n'importe quel fusil contenu dans l'armurerie du domaine. Grâce à son accès à la grande maison, elle pouvait observer depuis les fenêtres et les portes Thomas Parquier effectuant ses rondes du soir, remarquant qu'il vérifiait toujours les mêmes bâtiments dans le même ordre, et que son itinéraire passait par des zones isolées où les cris seraient étouffés par la distance et l'obscurité. La faiblesse de Samuel Michel pour l'eau-de-vie devint apparente pendant les dîners, où Elisabeth observait ses habitudes de consommation et les lieux prévisibles où il finissait par s'écrouler ivre-mort. Selon les registres de gestion conservés dans les papiers de la famille Ashford, Elisabeth avait commencé à se porter volontaire pour des tâches supplémentaires, l'amenant à se déplacer à diverses heures dans le domaine, apparemment pour démontrer sa dévotion renouvelée, mais en réalité,
pour étudier les mouvements et les habitudes des hommes qu'elle avait désignés comme ses cibles. L'insomnie de Guillaume Clerc, les dettes de jeu de Benoît Guillaume, les liaisons secrètes d'Henri Jean avec des femmes asservies et les problèmes digestifs chroniques de Robert Davel devinrent autant d'entrées dans un catalogue mental qu'Élisabeth constituait avec la minutie d'un officier du renseignement militaire préparant une guerre. La transformation ne se limitait pas à la préparation intellectuelle. Élisabeth avait également entrepris ce qu'on ne pouvait décrire autrement que comme un entraînement aux armes, bien qu'elle eût soin de le dissimuler sous forme de travaux domestiques et agricoles de routine qui ne pouvaient éveiller la méfiance des observateurs. Les couteaux de cuisine nécessitaient un affûtage régulier, et Élisabeth passait désormais plus de temps à la meule, développant la force du bras et la technique qui allait bientôt s'avérer essentielle pour des usages plus létaux. Les outils agricoles demandaient de l'entretien, et Élisabeth se portait volontaire pour aider aux réparations, ce qui lui apprenait les principes de levier, d'équilibre, et les façons les plus efficaces d'appliquer la force pour un impact maximal. Selon les registres d'inventaire tenus par le maître charpentier du domaine, aujourd'hui conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime, Élisabeth avait demandé l'accès aux textes anatomiques de la bibliothèque du domaine sous prétexte de mieux comprendre les soins aux animaux, mais ce qu'elle étudiait réellement, c'étaient des planches détaillées des systèmes musculaires et squelettiques humains, qui affinèrent sa compréhension de la manière de causer un maximum de dégâts avec un minimum d'effort. Les traités médicaux sur la tolérance à la douleur et la conscience lui fournirent des connaissances supplémentaires qui s'avéreraient cruciales lorsque viendrait le moment de s'assurer que ses victimes éprouvent chaque seconde de leur châtiment final. La dimension psychologique de la préparation d'Élisabeth consistait à cultiver des relations et à rassembler des informations qui lui seraient précieuses pour obtenir des alibis, détourner l'attention et couvrir ses traces lors de la campagne qu'elle préparait. D'autres asservis avaient remarqué le changement dans son attitude, mais ce qu'ils interprétaient comme un repli dû au deuil était en réalité la concentration focalisée de quelqu'un qui avait appris à cacher ses véritables pensées et intentions derrière un masque de soumission servile. Selon les témoignages recueillis lors des enquêtes d'après-guerre, Élisabeth avait commencé à tenir des conversations apparemment anodines avec d'autres domestiques sur les habitudes personnelles des contremaîtres, leurs peurs et superstitions, ainsi que leurs relations entre eux, rassemblant ainsi des informations psychologiques qui l'aideraient à comprendre comment manipuler leurs réactions et exploiter leurs faiblesses. Ce qui rendait la transformation d'Élisabeth particulièrement dangereuse n'était pas seulement son expertise croissante en matière de violence et de dissimulation, mais sa compréhension que la plus grande vulnérabilité du système de plantation était son incapacité totale à imaginer que quelqu'un qui l'avait déshumanisé put posséder l'intelligence et la détermination nécessaires pour retourner les outils de l'oppression contre ceux qui les maniaient, d'une manière qui remettrait en cause toute leur certitude sur le pouvoir, le contrôle et la véritable nature des personnes qu'ils prétendaient posséder. Les meurtres commencèrent dans la nuit du 22 août 1798, exactement 5 jours après l'assassinat d'Étoile, lorsque Thomas Parquier effectua sa dernière ronde à travers le domaine de la rivière, inconscient que la mort le traquait dans l'humidité étouffante des nuits charentaises. Élisabeth avait passé ces 5 jours dans une préparation minutieuse, étudiant l'itinéraire de Parquier avec la précision d'un stratège militaire et identifiant le bureau du domaine comme l'endroit idéal pour ce qui serait son dernier acte officiel en tant que contremaître en chef. Selon les plans de construction conservés dans les archives architecturales de La Rochelle, le bureau était situé dans un coin isolé du complexe, entouré de bâtiments de stockage qui étouffaient les sons et offraient une couverture parfaite pour des activités nécessitant discrétion. La chaleur oppressante de la fin de l'été avait laissé les fenêtres grandes ouvertes pour l'aération, mais ce que Parquier interprétait comme une brise rafraîchissante était en réalité le voile acoustique parfait pour la violence qui allait se déchaîner et révéler la transformation d'Élisabeth, passer de domestique docile à quelque chose de bien plus dangereux que ce que le système de plantation avait jamais conçu possible. La découverte de sa propre mortalité par Parquier survint aux alentours de 23h30, lorsqu'il entra dans le bureau du domaine pour terminer sa paperasse nocturne et trouva Élisabeth l'attendant dans l'ombre, armée d'un couteau de taille choisi spécifiquement pour sa capacité à infliger des blessures précises, tout en restant silencieux à l'usage. Les effets personnels découverts des décennies plus tard lors de la rénovation des bâtiments du domaine incluaient la dernière entrée du registre de Parquier, interrompue en plein milieu de phrase, «
lorsque la mort vint couper court à son relevé méticuleux de la productivité et des sanctions disciplinaires des esclaves. Selon l'analyse médico-légale menée par des enquêteurs criminels modernes dans les années 1960, aujourd'hui conservée dans la base historique du FBI, la méthode d'Elisabeth démontrait une compréhension sophistiquée de l'anatomie humaine, combinée à une volonté calculée de s'assurer que Parquet vive pleinement chaque instant de sa transition de prédateur à victime. La précision des plaies infligées ne suggérait pas une violence aléatoire, mais un savoir chirurgical appliqué avec l'intention spécifique de maximiser la souffrance, tout en maintenant la conscience le plus longtemps possible. La mort de Samuel Michel, le soir suivant, marqua une escalade à la fois dans la brutalité et dans la portée symbolique, car Elisabeth démontra sa capacité à tuer efficacement, tout en envoyant un message qui aurait terrifié quiconque capable d'en saisir les implications. Michel supervisait un travail nocturne dans les rizières, tâche qui l'obligeait à patrouiller des zones isolées où les sons de lutte étaient avalés par l'immensité des champs inondés et des marais de cyprès entourant le domaine. Selon les registres météorologiques tenus par le maître du port de La Rochelle, conservé au musée maritime de la Charente, la nuit du 23 août apporta un brouillard dense réduisant la visibilité à quelques mètres, créant une couverture parfaite pour quelqu'un qui avait passé des semaines à apprendre à se déplacer avec une discrétion quasi surnaturelle sur les terres du domaine. L'attaque d'Elisabeth contre Michel impliqua le démembrement systématique qui allait devenir sa signature, utilisant des outils agricoles pour réduire un être humain en morceaux avec la même efficacité méthodique que Michel avait autrefois appliquée pour briser l'esprit des personnes asservies qui montraient des signes de résistance ou d'indépendance. La découverte des restes de Michel, éparpillés sur près d'un quart d'hectare de rizières, constitua la première indication que le domaine de la rivière connaissait quelque chose d'inédit dans les annales du crime provincial, bien que les habitants blancs refusassent d'admettre que leur brutalisation systématique des êtres humains ait pu créer un ennemi capable d'une riposte aussi sophistiquée. La correspondance du colonel Jacques Ashford avec les autorités rochelaises, conservée dans les archives de la police de la ville, révèle que sa première théorie était que les décès résultaient de conflits entre contremaîtres ou peut-être d'attaques par des esclaves évadés des plantations voisines. Ce qui rendait la situation particulièrement terrifiante pour quiconque en comprenait la portée, c'était l'absence totale de témoins, de preuves, ou de la moindre indication permettant d'imaginer comment quelqu'un avait pu accomplir une violence si méthodique sans laisser de traces menant à son identification. La femme qui autrefois servait le thé et veillait sur les enfants dans la grande maison avait démontré des capacités qui remettaient en question toutes les certitudes que le système de plantation entretenait sur l'intelligence, la planification et la véritable nature des personnes qu'il prétendait contrôler par la violence et l'intimidation. Mais les 4 contremaîtres restants étaient trop aveuglés par leur propre arrogance pour comprendre qu'ils étaient désormais traqués par quelqu'un dont la connaissance intime de leur faiblesse allait bientôt leur être fatale. L'élimination systématique des 4 contremaîtres restants, entre le 24 et le 27 août 1788, démontra l'évolution d'Élisabeth Dubois, passée de vengeresse désespérée à quelque chose s'approchant d'une stratège accomplie, chaque meurtre devenant plus sophistiqué et psychologiquement complexe que le précédent. La mort de Guillaume Clerc, le soir du 24 août, apparut comme un accident de noyade dans l'un des canaux d'irrigation des rizières du domaine de la rivière, mais la position de son corps et la nature de ses blessures suggéraient un niveau de planification qui aurait impressionné des enquêteurs criminels un siècle plus tard. Selon les relevés hydrologiques réalisés par le corps des ingénieurs de l'armée dans les années 1820, aujourd'hui conservés aux archives nationales, le système de canaux du domaine comportait plusieurs endroits où le courant était assez fort pour entraîner un corps sur de longues distances, tandis que la profondeur et les obstacles sous-marins pouvaient facilement expliquer des blessures mortelles. Elisabeth avait choisi un endroit que Clerc inspectait régulièrement pour vérifier le niveau d'eau lors de ses rondes du soir, utilisant sa connaissance de ses habitudes pour se positionner de manière à provoquer une attaque qui paraîtrait accidentelle, tout en s'assurant qu'ils connaissent la même impuissance et la même terreur qu'Étoile avait endurée dans ses derniers instants. La fin de Benoît Guillaume, le 25 août, fut sans doute l'exécution la plus créative et la plus brutale d'Elisabeth, car elle démontra sa capacité à transformer les quartiers des esclaves en un instrument de justice à la fois pratique et symbolique. Guillaume était tristement connu pour ses inspections nocturnes des cabanes des femmes, utilisant son autorité pour commettre des agressions sexuelles qui n'étaient jamais dénoncées, ses victimes n'ayant aucun recours légal et vivant dans la peur constante de représailles.
La méthode d'Élisabeth consista à attirer Guillaume dans une cabane abandonnée sous prétexte d'une activité suspecte, puis à utiliser une combinaison d'outils agricoles et de connaissances anatomiques pour le démembrer avec la même précision méthodique qu'un boucher préparant de la viande pour le marché. Les fouilles archéologiques modernes menées par l'Université de Bordeaux dans les années 1980 mirent au jour des fragments de cordes et de métal, suggérant que Guillaume avait été retenu et conscient durant tout son supplice, expérimentant chaque seconde d'une mort qui servit à la fois de punition et d'avertissement à quiconque aurait envisagé de crimes similaires. La disparition totale d'Henri Jean, le 26 août, constitua l'élément le plus psychologiquement troublant de la campagne d'Élisabeth, car elle démontra sa compréhension que parfois la peur de l'inconnu pouvait être plus efficace que toute preuve tangible de violence. Jean avait été chargé de patrouiller les zones frontières du domaine, près des marais de la rivière de La Rochelle, un territoire qu'Élisabeth connaissait mieux qu'aucun blanc grâce à ses explorations d'enfance, quand les enfants asservis cherchaient de courts instants de liberté à l'abri des surveillances constantes. Selon les relevés géologiques conservés au musée d'histoire naturelle de La Rochelle, la zone contenait de nombreux gouffres, dépôts de sable mouvants et cavernes aquatiques capables d'engloutir un corps humain sans laisser aucune trace de sa dernière demeure. La méthode d'Élisabeth garantissait que Jean disparaisse purement et simplement, créant un mystère qui entrait les contremaîtres restants et les habitants du domaine, avec la certitude que quelqu'un parmi eux possédait la capacité de faire disparaître des êtres humains comme s'ils n'avaient jamais existé. La mort de Robert Davel, lors de sa tentative d'évasion vers La Rochelle le 27 août, marqua le point culminant de la campagne méthodique d'Élisabeth, car elle démontra sa capacité à anticiper et contrer les réactions de ses victimes, tout en maintenant un contrôle psychologique parfait sur une situation qui aurait plongé la plupart des gens dans le chaos. Davel avait apparemment compris qu'il était systématiquement traqué et avait décidé de fuir le domaine plutôt que d'attendre le sort qu'Élisabeth lui réservait. Mais sa fuite ne fit qu'offrir à celle-ci l'occasion de démontrer toute l'étendue de sa stratégie et de sa connaissance du terrain. Selon les registres tenus par la patrouille du port de La Rochelle, aujourd'hui conservés aux archives maritimes de la Charente, le corps de Davel fut découvert flottant dans la rivière de La Rochelle avec des blessures suggérant qu'il avait été attaqué alors qu'il tentait de traverser les eaux, bien que la nature spécifique de ces blessures indiqua que la mort n'avait été ni rapide ni clémente. La position de son cadavre servit de dernier message à quiconque savait en saisir la signification. Il n'existait nulle part où fuir face à quelqu'un qui avait transformé tout le paysage en terrain de chasse, où la justice serait rendue selon des règles qui précédèrent de loin tout système juridique imaginé par les maîtres de plantation. Le retour du colonel Jacques Ashford de Bordeaux, le 28 août 1798, amena avec lui tout le poids de l'appareil juridique et social de La Rochelle, car la nouvelle de 6 morts mystérieuses dans l'une des plus prestigieuses plantations de Charente-Maritime provoqua une onde de choc dans une communauté qui n'avait jamais imaginé que son système d'asservissement puisse engendrer une résistance d'une telle sophistication. Selon la correspondance conservée dans les papiers de la famille Ashford, aujourd'hui abritée à la Société historique de la Charente-Maritime, le colonel refusa d'abord de croire que ces décès pussent être autre chose que des accidents fortuits ou des conflits entre contremaîtres. Mais le caractère systématique des meurtres et l'absence totale de témoins ou de preuves matérielles l'obligèrent à reconnaître que quelque chose d'inédit se déroulait sur sa propriété. Le shérif de La Rochelle, le magistrat et plusieurs propriétaires de domaines voisins se réunirent au domaine de la rivière pour mener ce qui deviendrait l'une des enquêtes criminelles les plus vastes de l'histoire coloniale française, bien que leurs présupposés sur les capacités intellectuelles des personnes asservies les aveuglèrent face à la vérité, qui se cachait pourtant à la vue de tous, au cœur même de leur foyer. La manipulation de l'enquête par Élisabeth Dubois démontra une sophistication psychologique qui aurait impressionné des agents de renseignement aguerris, car elle utilisa sa position de domestique de confiance pour orienter l'investigation tout en éliminant preuves et témoins avec une précision chirurgicale. Son accès à la grande maison lui permettait de surprendre des conversations privées entre enquêteurs, lui donnant ainsi une avance sur leurs théories et leurs fouilles prévues, qu'elle pouvait contrer avant qu'elles ne deviennent dangereuses pour sa liberté. Selon les rapports d'enquête conservés aux archives municipales de La Rochelle, Élisabeth fournit volontairement un témoignage qui permit d'établir des alibis pour ses déplacements, tout en orientant subtilement les soupçons vers des esclaves récemment évadés des domaines voisins, des conflits entre contremaîtres et même de possibles attaques de groupes autochtones hostiles venus de l'intérieur des terres.
La correspondance personnelle entre le colonel Ashford et les autorités rochelaises révèle leur frustration croissante devant des pistes qui n'aboutissaient jamais et des témoins dont les propos semblaient conçus pour embrouiller plutôt que clarifier la séquence d'événements ayant coûté la vie à 6 hommes en moins d'une semaine. Le génie de la tromperie d'Elizabeth ne résidait pas dans des mensonges élaborés, mais dans sa compréhension de la manière dont les enquêteurs blancs interpréteraient l'information, filtrée par leurs propres préjugés et hypothèses sur les capacités des personnes asservies. Elle donnait juste assez de détails exacts sur les habitudes et les déplacements des contremaîtres pour asseoir sa crédibilité, tout en omettant soigneusement toute information pouvant suggérer une surveillance systématique ou une planification préméditée. Selon les témoignages consignés dans les dossiers officiels de l'enquête, les réponses d'Elizabeth démontraient le type de connaissances détaillées que l'on attendait d'une domestique fidèle au domaine depuis des années, mais elle veillait à présenter ces informations comme de simples observations fortuites, plutôt que comme le fruit d'un renseignement méthodique. Sa performance lors des interrogatoires fut si convaincante que plusieurs enquêteurs commentèrent son chagrin évident face à la perte d'hommes qu'elle décrivait comme des surveillants durs mais justes, qu'il avait toujours traités avec l'autorité et le respect appropriés. La population asservie du domaine fit bloc autour d'Elizabeth, une solidarité que les enquêteurs interprétèrent comme une ignorance et une peur typiquement nègres, mais qui représentait en réalité une conspiration sophistiquée du silence, protégeant celle qu'ils voyaient désormais comme un instrument de justice divine. Selon les témoignages recueillis après la guerre par le Bureau des Affranchis, d'autres personnes asservies avaient parfaitement compris ce qu'Elizabeth faisait et participèrent activement à créer de faux témoins, à faire disparaître des preuves et à entretenir la fiction élaborée selon laquelle 6 contremaîtres brutaux avaient simplement été victimes d'une série d'accidents malheureux et de disparitions inexpliquées. L'enquête se conclut après 6 semaines sans arrestation, sans suspect crédible, et par un rapport final attribuant les décès à une combinaison de noyades accidentelles, d'attaques d'animaux sauvages, d'activités criminelles de personnes inconnues, et à ce qu'un enquêteur décrivit comme les mystérieuses interventions de la providence divine, en ôtant de cette terre des hommes impies. Ce qu'aucune autorité n'aurait pu imaginer, c'est que la femme qui leur servait le thé durant leur délibération et leur apportait des éclaircissements utiles sur la vie du domaine, était la même qui avait méthodiquement exécuté 6 hommes avec une précision et un contrôle psychologique qui auraient défié les certitudes des enquêteurs criminels un siècle plus tard. Les suites du crime parfait d'Elizabeth se déroulèrent avec la même précision méthodique qui avait caractérisé sa campagne de vengeance, tandis qu'elle reprenait sans faille son rôle de domestique modèle, tout en intégrant intérieurement la transformation psychologique qui avait fait d'elle l'une des meurtrières les plus accomplies de l'histoire criminelle française. La mort du colonel Jacques Ashford, diagnostiquée par le docteur Mark Webb comme une crise d'apoplexie au printemps 1799, offrit à Elizabeth une opportunité inattendue de liberté, car son testament prévoyait l'affranchissement de plusieurs domestiques de longue date ayant démontré une loyauté exceptionnelle et une vertu chrétienne. Selon les documents juridiques conservés au tribunal des successions de La Rochelle, Elizabeth fut parmi les 5 personnes asservies à recevoir leur liberté, ainsi qu'un petit pécule reflétant la conviction du colonel qu'elle avait été une servante fidèle, méritant récompense pour ses années de service dévoué. Ce que le colonel mourant ne pouvait savoir, c'est qu'il récompensait à titre posthume celle qui avait méthodiquement assassiné 6 hommes sous son propre toit, tout en gardant un contrôle psychologique si parfait qu'elle n'avait jamais éveillé le moindre soupçon. La transformation d'Élisabeth Dubois, meurtrière asservie, en Marie-Bénédicte, femme libre et respectable de couleur, démontra la même intelligence stratégique qui avait rendu sa campagne de vengeance si dévastatrice. Utilisant son petit héritage et les compétences de gestion acquises au fil des années passées à diriger l'organisation domestique de la famille Ashford, Marie s'établit comme couturière et prestataire de services domestiques auprès de la communauté noire libre croissante de La Rochelle. Selon les registres commerciaux conservés à la Chambre de commerce de La Rochelle, son entreprise prospéra rapidement grâce à sa réputation de discrétion, d'efficacité et à cette attention minutieuse aux détails que les clients aisés valorisaient chez leurs fournisseurs de services. La correspondance personnelle entre Marie et ses clientes, découverte lors de recherches historiques modernes, révèle une femme qui avait développé l'aptitude à présenter des facettes différentes de sa personnalité selon son interlocuteur, maintenant le comportement déférent attendu par les clients blancs,
tout en démontrant l'intelligence et les compétences qui lui valaient respect au sein de la communauté noire libre. L'établissement de relations familiales et de liens communautaires par Marie représentait sans doute l'aspect le plus remarquable de sa vie après sa vengeance, démontrant la résilience psychologique nécessaire pour former des liens humains normaux, malgré avoir franchi des limites qui auraient détruit chez la plupart toute capacité à la confiance et à l'intimité. Les registres de mariage de l'église Saint-Philippe, conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime, montrent qu'elle épousa Samuel Bénédicte, charpentier noir libre, en 1804, et mit ensuite au monde 3 enfants qui grandirent sans jamais connaître le passé sanglant de leur mère. Selon les recensements et annuaires municipaux du début des années 1800, la famille Bénédicte devint un pilier de la communauté noire libre de La Rochelle, Marie siégeant dans des comités paroissiaux, organisant des activités caritatives pour les esclaves en quête de liberté, et offrant des services informels de conseil aux femmes ayant subi des traumatismes liés à la servitude. Sa capacité à compartimenter son passé violent tout en bâtissant une vie centrée sur l'éducation, l'entraide et le service communautaire suggérait une complexité psychologique qui aurait fasciné les criminologues un siècle plus tard. Les dernières décennies de la vie de Marie Bénédicte se déroulèrent dans une obscurité respectable, alors qu'elle maintenait avec succès la fiction de son identité, tandis que sa réputation de femme vertueuse et d'esprit communautaire grandissait dans les quartiers noirs libres de La Rochelle. Selon les avis de décès publiés dans le Courrier de La Rochelle, le 15 mars 1847, Marie Bénédicte mourut, paisiblement entourée de sa famille et de ses amis, à l'âge de 75 ans, ayant vécu assez longtemps pour voir naître les prémices du mouvement abolitionniste qui mettrait finalement fin au système d'asservissement, ayant créé les conditions de sa transformation en instrument de justice létale. Ses funérailles auraient rassemblé plus de 200 personnes, comprenant à la fois des Noirs libres et des Blancs sympathisants, qui la considéraient comme un exemple de dignité et de force morale pouvant émerger des circonstances les plus oppressives. Ce qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer, c'est qu'ils enterraient une femme dont la conception de la justice avait été si radicalement différente de la leur qu'elle avait ôté 6 vies avec la même précision méthodique qu'elle appliqua plus tard à élever ses enfants et à servir sa communauté, démontrant que la capacité humaine à la création et à la destruction pouvait coexister chez une même personne d'une manière qui remettait en cause toutes les certitudes sur la cohérence morale et l'intégration psychologique. La redécouverte de la véritable histoire d'Élisabeth Dubois commença dans les années 1960, lorsque des historiens de l'ère des droits civiques se mirent à examiner des aspects jusque-là ignorés de l'asservissement et de la résistance, en utilisant de nouvelles approches méthodologiques qui remettaient en cause les récits traditionnels sur les capacités et l'agentivité des personnes asservies. La professeure Marguerite Guillaume, historienne à l'Université de Bordeaux, menait des recherches sur les communautés noires libres de l'époque coloniale à La Rochelle, lorsqu'elle découvrit des incohérences entre la biographie officielle de Marie Bénédicte et des fragments de preuves suggérant un passé bien plus complexe. Selon les notes de recherche conservées dans les papiers Guillaume à la Société historique de la Charente-Maritime, l'enquête avait débuté par de simples questions généalogiques sur les origines de Marie, mais évolua vers quelque chose de bien plus significatif lorsque des fouilles archéologiques sur le site de l'ancien domaine de la Rivière révélèrent des preuves physiques corroborant des traditions orales de violence systématique, longtemps écartées par les chercheurs précédents comme du folklore ou des exagérations. La convergence de documents, de découvertes archéologiques et d'analyses sophistiquées de sources jusque-là négligées posa les fondations de ce qui allait devenir l'un des cas de résistance individuelle les plus documentés de la littérature savante sur l'asservissement en France. Les fouilles archéologiques menées entre 1978 et 1985 par une équipe conjointe de l'Université de Bordeaux et du Muséum national d'histoire naturelle fournirent une confirmation matérielle de détails qui semblait trop systématique et sophistiquée pour être crédible lorsqu'il n'apparaissait que dans des témoignages oraux et des documents fragmentaires. Selon les rapports publiés dans la Revue d'Histoire méridionale, les chercheurs mirent au jour les restes d'au moins 4 individus enterrés dans des lieux correspondant exactement au récit des témoins sur les endroits où Élisabeth aurait dissimulé les corps de ses victimes. L'analyse médico-légale de fragments osseux révéla des traces de démembrement systématique à l'aide d'outils agricoles, des traumatismes compatibles avec la torture et d'autres preuves matérielles concordant avec les descriptions transmises dans les récits d'anciens esclaves et les traditions orales familiales.
Le carbone 14 des artefacts trouvés sur les sites d'inhumation confirma que les décès remontaient à la fin des années 1790, tandis que l'analyse des sols révéla des traces de sang et d'autres matières organiques venant étayer les témoignages sur la brutalité des meurtres et la sophistication des méthodes utilisées pour effacer les preuves. La reconnaissance académique de l'histoire d'Élisabeth Dubois représenta un tournant fondamental dans la compréhension qu'avaient les historiens des capacités intellectuelles des personnes asservies et de la complexité psychologique de la résistance en contexte d'oppression systématique. La publication de l'ouvrage définitif de la professeure Guillaume, Les meurtres du domaine de la Rivière, Résistance systématique et violence stratégique dans la Charente coloniale en 1987, établit le cas d'Élisabeth comme une pierre angulaire de ce qui devint connu sous le nom de Nouveaux études de l'asservissement, une approche qui examinait la servitude du point de vue des asservis plutôt que de celui de leurs maîtres. Selon une analyse de citations menée par l'Association historique française, les travaux de Guillaume devinrent l'une des études les plus influentes du domaine, générant des dizaines d'investigations complémentaires et inspirant toute une génération de chercheurs à réexaminer des preuves autrefois rejetées concernant des résistances sophistiquées dans toute la France coloniale. La reconnaissance internationale suivie, l'histoire d'Élisabeth étant incluse dans des études comparatives des mouvements de résistance au Brésil, aux Caraïbes et dans d'autres sociétés esclavagistes, faisant d'elle une figure de portée mondiale dans l'histoire des droits humains et de la justice sociale. La transformation d'Élisabeth Dubois, de simple note en bas de page dans l'histoire à figure reconnue de l'histoire criminelle et sociale française, ouvrit de nouvelles questions sur le nombre d'autres cas de résistance sophistiquée passés sous silence ou mal interprétés par des générations d'historiens qui avaient trop souvent accepté sans recul la version des événements dictée par les propriétaires. Les psychologues criminels modernes qui étudièrent le cas d'Élisabeth, y compris des analystes comportementaux du FBI qui l'examinèrent dans les années 1990, dans le cadre de recherches sur les schémas de meurtres en série, conclurent que son approche méthodique, son contrôle psychologique et sa capacité à échapper à toute détection démontrèrent des aptitudes remarquables, quelle que soit l'époque historique. Ce qui rendait son histoire particulièrement significative pour les discussions contemporaines sur les traumatismes historiques et la justice, c'était la manière dont elle remettait en cause les récits rassurants présentant l'asservissement comme un système qui aurait réussi à déshumaniser totalement ses victimes. Elle révélait au contraire la persistance de l'agentivité et de l'intelligence humaine, même dans les conditions les plus oppressives imaginables, bien que le prix de cette affirmation de soi se soit mesuré en sang et en transformation psychologique qui aurait détruit, chez la plupart, toute capacité à maintenir des relations humaines normales et une cohérence morale. L'affaire d'Élisabeth Dubois oblige la société contemporaine à affronter des questions inconfortables sur la justice, la résistance et le coût psychologique de la survie face à une déshumanisation systématique, question qui demeure pertinente plus de 2 siècles après que ces crimes eurent transformé le paysage de l'asservissement en France. Les psychologues criminels modernes qui ont étudié son cas, y compris des chercheurs de l'unité d'analyse comportementale du FBI, ont souligné que sa capacité à maintenir des relations sociales normales tout en dissimulant de tels secrets meurtriers représentait une forme de compartimentation psychologique qui remet en cause la compréhension traditionnelle des effets des traumatismes extrêmes sur la personnalité et le raisonnement moral. Selon une analyse publiée en 1995 dans la revue de psychologie criminelle, la transformation d'Élisabeth, de victime en bourreau, démontre que la capacité humaine à la création et à la destruction peut coexister chez une même personne d'une manière qui défie les catégories rassurantes du bien et du mal, de la victime et du bourreau. Ce qui rend son histoire particulièrement troublante pour le public moderne, c'est la reconnaissance que ces méthodes n'étaient pas le produit d'une maladie mentale ou d'une violence aléatoire, mais bien d'un calcul rationnel appliqué à des problèmes qui n'avaient aucune solution légale dans la société qui les avait créés. La pertinence de l'histoire d'Élisabeth pour les discussions contemporaines sur le traumatisme historique, l'oppression systémique et les limites de la justice légale dépasse largement l'intérêt académique pour un crime colonial, car elle touche à des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés doivent aborder l'héritage de la violence institutionnelle et la complexité morale des mouvements de résistance. Les historiens des droits civiques qui ont étudié son cas notent que le succès d'Élisabeth a échappé à toute détection et à toute punition, tout en conservant sa place au sein de la communauté qui l'avait brutalement opprimée,
offre des éclairages sur les stratégies psychologiques qu'ont toujours utilisées les opprimés pour survivre et résister à des systèmes conçus pour écraser leur humanité. Selon une étude publiée dans l'Annuaire américain d'histoire sociale, sa capacité à se transformer d'Élisabeth Dubois en Marie-Bénédicte représente une forme de reconstruction identitaire qui trouve des parallèles dans les expériences des survivants de la Shoah, des réfugiés des épurations ethniques et d'autres populations ayant dû reconstruire leur vie après avoir subi une déshumanisation systématique. Le fait qu'elle ait réussi à créer une famille stable et à contribuer positivement à sa communauté tout en portant de tels secrets violents suggère une forme de résilience psychologique qui remet en cause les récits simplistes sur les effets à long terme du traumatisme et de la violence. La signification symbolique de l'histoire d'Élisabeth, dans le contexte plus large des discussions françaises sur la mémoire historique, la justice et la race, n'a cessé de croître, à mesure que les chercheurs reconnaissaient combien d'autres cas similaires avaient pu être négligés ou délibérément supprimés par des générations d'historiens, acceptant sans recul la version des événements dictée par les propriétaires de domaines. Sa transformation d'outils agricoles en instruments de justice précise sert de métaphore à la manière dont les opprimés ont toujours trouvé des moyens de résister à des systèmes conçus pour les contrôler, en utilisant les instruments mêmes de leur oppression comme armes contre leurs oppresseurs. Selon une analyse publiée dans la Revue d'histoire africaine et afro-française, le cas d'Élisabeth démontre que l'intelligence, la stratégie et la planification sophistiquée existaient parmi les personnes asservies à un degré qui remet fondamentalement en question les fondements idéologiques de l'asservissement, un système basé sur des présupposés d'infériorité intellectuelle et morale. Le fait qu'elle ait pu surpasser, tromper et éliminer méthodiquement 6 hommes qui possédaient tous les avantages légaux et sociaux que la société coloniale pouvait offrir révèle la faiblesse fondamentale des systèmes bâtis sur la sous-estimation systématique des capacités humaines et la négation de la dignité élémentaire. Le mystère persistant de la manière dont Élisabeth Dubois réussit à maintenir son équilibre psychologique tout en vivant une double vie qui aurait détruit, chez la plupart des individus, toute capacité à entretenir des relations humaines normales, continue de fasciner les chercheurs étudiant l'intersection entre traumatisme, résistance et raisonnement moral en conditions extrêmes. Les approches thérapeutiques modernes destinées à traiter les survivants d'abus systématiques ont commencé à intégrer des enseignements issus de son cas sur l'importance de l'agentivité et de la pensée stratégique dans la reconstruction psychologique, tandis que les spécialistes de la justice criminelle ont utilisé ces méthodes pour mieux comprendre comment des auteurs intelligents échappent à toute détection en exploitant les préjugés et les suppositions des autorités d'enquête. Ce qui demeure le plus troublant dans l'héritage d'Élisabeth, c'est la reconnaissance que son histoire ne représente pas une anomalie, mais potentiellement un exemple parmi beaucoup d'autres de résistance sophistiquée, systématiquement négligée par des historiens dépourvus des cadres théoriques nécessaires pour reconnaître les preuves de telles activités lorsqu'elles apparaissaient dans les documents historiques et les traditions orales. Cela soulève la question de savoir combien d'autres, Élisabeth Dubois, ont pu exister à travers l'histoire française, leurs histoires enfouies sous les récits rassurants sur l'efficacité des systèmes oppressifs et la supposée docilité de leurs victimes. L'affaire d'Élisabeth Dubois nous oblige à affronter les questions les plus profondes sur la justice, la résistance et les mécanismes psychologiques qui permettent aux êtres humains de survivre et de répondre à la déshumanisation systématique. Comment juger quelqu'un qui a passé des décennies à être témoin et victime d'une brutalité qui aurait brisé l'esprit de la plupart des gens, avant de se retourner finalement contre un système qui ne lui offrait aucune protection légale ni aucun recours? Lorsque toutes les voies de justice légitimes ont été systématiquement fermées, lorsque la loi elle-même est conçue pour protéger vos oppresseurs, tout en niant votre humanité fondamentale, la vengeance calculée devient-elle une forme de nécessité morale, ou bien ne crée-t-elle que de nouvelles victimes, dans un cycle infini de violence qui corrompt tous ceux qu'elle touche? Élisabeth vécut ses 49 dernières années sous l'identité de Marie-Bénédicte, membre respecté de la communauté noire libre de La Rochelle, où elle mourut paisiblement en 1847, après avoir dissimulé avec succès l'une des séries de meurtres les plus sophistiquées de l'histoire criminelle française. Ses 3 enfants devinrent des membres productifs de la société. Son fils aîné, Samuel, devint pasteur. Sa fille, Ruth, fonda une école pour enfants noirs libres. Et son plus jeune fils, Thomas,
travailla comme charpentier et organisateur communautaire. Aucun d'eux n'apprit jamais le passé sanglant de leur mère, bien que des traditions orales familiales aient transmis de vagues récits sur sa force mystérieuse et sa capacité à résoudre des problèmes que d'autres jugeaient impossibles. La compartimentation psychologique, qui permit à Élisabeth de passer de meurtrière méthodique à mère nourricière et pilier communautaire, représente une forme d'adaptabilité humaine qui remet en cause toutes les certitudes sur les effets à long terme liés au fait de perpétrer et de survivre à une violence extrême. La portée plus large de l'histoire d'Élisabeth dépasse la psychologie criminelle individuelle pour éclairer les contradictions fondamentales de la manière dont la société française a compris sa propre histoire d'oppression raciale et de résistance. Son cas démontre que les capacités intellectuelles, la pensée stratégique et la planification sophistiquée existaient parmi les personnes asservies à un degré qui détruit complètement les fondements idéologiques de l'asservissement, un système bâti sur des hypothèses d'infériorité mentale et morale. Le fait qu'elle ait réussi à surpasser et à éliminer méthodiquement 6 hommes bénéficiant de tous les avantages légaux et sociaux que la société coloniale pouvait offrir, révèle la faiblesse fondamentale des systèmes reposant sur la sous-estimation systématique de l'intelligence humaine et le refus de la dignité élémentaire à des populations entières. Peut-être l'aspect le plus troublant de l'héritage d'Élisabeth est-il la question qu'il soulève sur le nombre de cas similaires qui ont pu se perdre dans l'histoire, dissimulés avec succès par des auteurs qui savaient exploiter les préjugés et les angles morts de leurs oppresseurs. Les recherches modernes sur les registres de plantation, les preuves archéologiques et les traditions orales longtemps écartées suggèrent que l'histoire d'Élisabeth ne serait pas une anomalie, mais bien un exemple documenté d'un schéma plus vaste de résistance sophistiquée, systématiquement négligé par des historiens dépourvus des cadres théoriques nécessaires pour en reconnaître les traces lorsqu'elles apparaissaient dans les sources. Le mystère qui plane sur l'affaire d'Élisabeth Dubois ne réside pas seulement dans la manière dont elle réussit à tuer 6 hommes sans jamais être démasquée, mais aussi dans la façon dont elle put vivre avec le poids psychologique d'une telle violence, tout en construisant des relations significatives et en contribuant positivement à sa communauté. Que nous dit son histoire sur la capacité humaine à la complexité morale? Quelqu'un qui commet des meurtres systématiques au nom de la justice, peut-il jamais trouver la paix? Ou bien le franchissement de lignes aussi fondamentales crée-t-il des blessures psychologiques permanentes, simplement enfouies sous une apparente normalité? Qu'en pensez-vous? Élisabeth fut-elle une héroïne qui rééquilibra les comptes de l'injustice historique par les seuls moyens qui lui étaient accessibles? Ou une tueuse en série dont les méthodes ne peuvent jamais être justifiées, quelles que soient les circonstances qui les ont engendrées? Comment jugeons-nous les actes de quelqu'un qui vécut entièrement en dehors de toute protection légale, tout en possédant une connaissance intime des faiblesses de ses oppresseurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, mais souvenez-vous, cet espace est dédié à une discussion sérieuse sur l'un des cas les plus moralement complexes de l'histoire criminelle française. Si cette plongée dans le passé caché de la France a remis en cause vos certitudes sur la justice et la vengeance, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie le true crime dépassant le simple divertissement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car nous ne faisons que commencer. La semaine prochaine, nous examinerons une autre affaire qui vous obligera à questionner tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, la résistance et le véritable coût de l'oppression systématique. Les archives regorgent d'histoires comme celle d'Élisabeth, des histoires restées enfouies trop longtemps, et je suis ici pour les révéler à la lumière.